Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire intégrale de Tokyo Disney Resort. Histoire quelque peu fascinante et quelque peu étrange puisque comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, Walt Disney lui-même ne voulait pas de Tokyo Disney. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti donc pour l'histoire de ce resort. Alors, Tokyo Disney Resort est situé à Urayasu dans la préfecture de Chiba, non loin de Tokyo, bien sûr. Ouvert en 1983, c'est le tout premier parc Disney en dehors des États-Unis et l'un des plus visités du monde. Alors, tout a commencé avec Nara Dreamland. Explication. Disneyland ouvre en 1955 et un homme d'affaires du nom de Kinzu Matuso visite Disneyland. Conquis, eh bien, il veut en faire une copie dans la ville de Nara. Entouré d'ingénieurs, il réussit à entrer en contact avec Walt Disney lui-même. Après de nombreuses discussions, Walt accorde ce nouveau Disneyland, mais à la fin de cette construction, de nombreux désaccords eurent lieu. Ainsi, Walt leur demande de ne pas utiliser le nom Disney dans le parc, ni d'utiliser bien sûr les personnages de la franchise. Ainsi, ce qui devait être Disneyland devient alors Nara Dreamland. Le parc ouvre en 1961 et le succès fut assez rapide. Pendant ce temps, la Oriental Land Company, qui est fondée par trois hommes d'affaires, cherche à développer l'économie des environs de Tokyo, manquant de zones de loisirs importantes. Après avoir constaté le succès de Nara Dreamland, ils visitent à leur tour Disneyland et demandent, eux aussi, de rencontrer Walt Disney, qui leur dira un nom très franc, très catégorique. Il ne veut plus entendre parler de Disneyland au Japon. Il bannit l'idée. Pour lui, c'est terminé. Disneyland ne viendra jamais au Japon. Bon, pas toujours visionnaire, ce cher Walt Disney finalement. En 1964, Oriental Land Company acquiert des terrains sur Urayasu. Les négociations avec les fondations de pêcheurs et le ministre de l'eau et de l'environnement vont être un petit peu complexes puisqu'il va falloir construire des polders puisque c'est sur l'eau et la construction de ces polders débutera à la fin des années 60. En 1974, Oriental Land Company reçoit l'autorisation pour la construction d'une zone de loisirs appelée tout simplement Oriental Land. Ça aurait dû être une sorte de World Showcase un petit peu comme à Epcot. Mais l'ouverture de Walt Disney World va renforcer l'idée qu'il faille un Disneyland au Japon, une nouvelle fois. Oriental Land Company va alors harceler et harceler et harceler les dirigeants Disney qui sont alors en plein travail sur le projet Epcot. Disney répondant, afin de les décourager, que ce sera à eux, c'est-à-dire à l'Oriental Land Company, de payer tous les frais, et la Oriental Land Company a répondu contre toute attente, d'accord. Oriental Land Company était aussi en concurrence avec d'autres entreprises, comme par exemple Mitsubishi, qui voulait aussi construire son parc Disney au pied du mont Fuji et qui était donc aussi en contact avec Disney. Alors, il faut savoir que Disney est d'abord très frileux, mais pour les rassurer, la Oriental Land Company leur déroule le tapis rouge, montrant que le site est idéal, très proche du métro de Tokyo. L'accord est signé alors donc en 1978. Disney développe le parc et Oriental Land Company va développer sa manière de le gérer. Et en contrepartie, elle s'engage en fait à verser une taxe d'exploitation annuelle de plusieurs milliers de dollars. Toute création sera bien sûr surfacturée par Walt Disney Imagineering et Oriental Land Company peut demander à sa guise en fait des droits d'exclusivité. Voilà qui arrangeait bien Disney à l'époque parce que les films n'avaient plus de succès et Walt Disney World coûtait extrêmement cher. Un des défis était d'apprendre à collaborer avec les Japonais malgré la barrière de la langue et les différences culturelles. La construction du parc débute en 1980 et la grande majorité des Imagineers étaient donc, comme je disais, pris par le projet Epcot. Tokyo Disneyland sera du coup, ils vont faire un peu simple, hein, il sera une copie du Magic Kingdom incluant quelques zones de Disneyland. Oriental Land Company choisit ses attractions et certaines choses seront quand même différentes. Le parc sera immense dans ses allées pour pouvoir absorber les visiteurs. Main Street sera par exemple une rue couverte et sera ici World Bazaar avec une rue transversale et un restaurant traditionnel japonais. Westernland sera à la place de Frontierland. Pas de train qui fait le tour du parc pour cause d'exploitation. Il aurait fallu payer un droit d'exploitation des chemins de fer. Et puis
Par exemple, Fantasyland recevra Haunted Mansion pour des raisons culturelles, puisque le côté un peu fantôme est beaucoup plus fantaisiste au Japon qu'il est par exemple chez nous en Europe ou aux États-Unis. Cependant, certaines attractions classiques, comme les tasses ou encore la cabane des Robinson, ouvriront que plus tard, et Oriental Land Company signera également pour la plantation d'hôtels qu'on appelle donc les hôtels partenaires. Trois attractions étaient uniques à l'époque: Pinocchio, qui n'avait pas encore ouvert à Disneyland, The Eternal Sea, qui est un film en Circle Vision qui exploitait la relation de l'homme avec la mer d'un point de vue japonais, et aussi Meet the World, qui était en fait à la base conçu pour le pavillon d'Epcot, pour le pavillon japonais d'Epcot, World Showcase, et il s'agissait d'une attraction sur l'histoire du Japon avec un système rotatif à la Carousel of Progress. Les employés d'Oriental Land Company passent un an en formation à Disneyland et ce sont eux qui devront ensuite transmettre leurs connaissances et leur savoir aux autres futurs cast members. Le parc ouvre donc en avril 1983 et le succès fut immédiat. Les Japonais raffolent de Disney, notamment depuis l'après-guerre, puisque les médias étaient censurés, à part justement quelques films Disney. Et dès 1984, le 10 millionième visiteur est déjà atteint. Dès 1986, les coûts du parc sont effacés, se transformant alors directement en profit. Oriental Land Company investit alors sans hésiter. En 1985, certains must arrivent comme la parade électrique. En 86, c'est le Cinderella Castle Mystery Tour qui est absolument unique à l'époque, donc à l'intérieur du château. En 87, c'est Big Thunder Mountain qui est ajouté à Westernland. Et en 1989, nous avons l'arrivée de Captain EO. En 1992, Splash Mountain va arriver avec un nouveau land, Critter Country. En 93, la cabane des Robinson Made in Disneyland Paris arrive. Voilà, elle est dupliquée. Mais également Mickey's Toontown qui arrive également en 1996. Et puis Micro Adventure en 1997. Alors, au milieu des années 90, Oriental Land Company et Disney réfléchissent déjà à un second parc. Alors, au départ, ils ont pour projet eh bien, de mettre Disney's Hollywood Studios, par exemple, mais celui-ci sera rejeté, tout comme par exemple Epcot ou un parc zoologique. La décision prise est alors qu'il faut un parc sur l'exploration et l'aventure avec un thème inédit. Un Disneyland partie 2, si vous voulez. Et la mer étant présente à Tokyo Disney Resort avec l'océan Pacifique, eh bien un parc sur ce thème sera choisi. Oriental Land Company exige le plus d'intellectual properties possible et une finition dans les détails absolument unique. Il faut faire encore mieux que Disneyland. Il fallait un parc avec le plus d'attractions et thèmes uniques possible. Walt Disney Imagineering fouille alors dans les archives des parcs abandonnés ou des projets qui n'ont pas vu le jour, par exemple le port de Long Beach, Epcot, Discovery Bay, etc. et s'en servent en fait pour puiser leur imagination. Certains de Walt Disney Imagineering se retrouvent à piloter des projets très excitants, alors que certains vont bosser à côté d'eux sur des parcs comme le Walt Disney Studios ou Disney's California Adventure. Et oui, c'est ça la vie. Oriental Land Company demande à ce que le volcan, par exemple, ne soit pas un simple décor, mais qu'il soit vivant avec générateur de fumée programmé. Les coulées de lave étant faites de fibres de verre éclairées et doivent être absolument réalistes, et le feu doit même s'en échapper. Voyage au centre de la Terre sera l'attraction phare, tout en reprenant le système bien connu de Test Track. Les mers et mondes sont directement inspirés des endroits réels et imaginaires préférés des Japonais, et le parc est officialisé, quant à lui, en 1997. Et pour continuer à donner envie de visiter Tokyo Disneyland, Winnie ouvre ses portes en 2000 et c'est en fait le premier dark ride trackless de l'histoire de Walt Disney Imagineering. En gros, hein, puisqu'on peut enlever Aliens of Energy qui était à Epcot, qui utilisait un tout début de trackless, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, alors, il y a des projets aussi qui sont abandonnés, par exemple, en parallèle de Disney Sea, il y a un projet de makeover complet de Tomorrowland, le Sci-Fi City, sur le monde de la science-fiction, qui a d'ailleurs été développé par Eddie Soto. Bon, celui-ci est abandonné, l'argent étant remis dans le parc de Tokyo Disney Sea.
En 2001, Tokyo DisneySea devient donc un resort avec monorail et centre de shopping et de restauration qu'on appelle Ikspiari, qui signifie supercalifragilistique en japonais, avec deux hôtels, l'Ambassador Hotel et le Miracosta à l'entrée de l'hôtel, à l'entrée du parc de Tokyo DisneySea. Et on va créer aussi un monde fictif, la SEA, la SEA, qui relie certains personnages et attractions ou restaurants des parcs Disney entre eux. C'est grâce en fait à ce parc que on a pu justement exploiter cette fiction. Tokyo DisneySea donc ouvre en septembre 2001 et fut acclamé par la presse. Les visiteurs sont conquis et le parc fascine littéralement les fans du monde entier. En fait, jamais un tel niveau de perfection n'avait été créé. En 2004, c'est Buzz l'éclair qui débarque à Tomorrowland à la place du Visionarium qui avait été ajouté dans les années 90 à la suite du succès de celui de Disneyland Paris. Et malgré le succès de Disney Sea, deux problèmes se posent. Tout d'abord le manque de capacité. C'est un parc qui a besoin encore de s'étaler, mais aussi le manque d'attractions plus sensationnelles malgré tout. Donc en 2005, on va rajouter Raging Spirits, qui s'inspire de notre Indiana Jones et le Temple du Péril, donc à Paris, et la storyline de Sinbad Seven Voyage, qui est proche du conte, change en s'éloignant de l'histoire d'origine afin d'adoucir justement cette histoire et d'attirer encore plus les familles. Et c'est aussi la première fois que Alan Menken intervient dans la composition de musique pour une attraction Disney. Ensuite, il faut savoir que de nombreux changements ont lieu au niveau entertainment, avec l'arrivée par exemple du show Big Band Beat en 2006. Cette année-là plutôt, une nouvelle version de la Tour de la Terreur arrive dans le parc et Tokyo Disneyland reçoit les personnages de Pirates des Caraïbes, des films Pirates des Caraïbes avec notamment Jack Sparrow. Et c'est une année aussi très importante puisque Nara Dreamland, faute de succès, ferme définitivement ses portes. Le faux Disneyland est donc enterré cette fois-ci pour de bon au Japon. En 2008, le resort se munit du Tokyo Disneyland Hotel et Enchanted Tiki Room reçoit une nouvelle version sur Stitch et une nouvelle salle de show est construite suite à un partenariat entre la Oriental Land Company et le Cirque du Soleil. En 2009, c'est Monstres et compagnie qui débarque à Tomorrowland dans un Dark Ride original et très interactif. En mars 2011, évidemment, le Japon est frappé par un tsunami avec la centrale de Fukushima qui va faire beaucoup douter de l'avenir. Disney Parks offre malgré tout 250 millions en aide aux victimes. C'est cette année-là que les tapis volants s'ajoutent à Tokyo Disney Sea. Le parcours pédestre dans le château de Cendrillon aussi. Également, Filar Magic arrive à Fantasyland et Fantasmic a le droit à sa version à Tokyo Disney Sea. En 2011, c'est Toyville qui vient agrandir la zone de American Waterfront à Tokyo DisneySea avec Toy Story Mania, qui, à l'époque, aura battu le record des temps d'attente avec plus de 300 minutes. Star Tours 2 ouvre en 2013 et Jungle Cruise reçoit un update d'envergure en 2014. Stitch Encounter, soit Stitch Live à Disneyland Paris, ouvre en 2015, année où Oriental Land Company annonce un ambitieux plan de refonte de Fantasyland avec La Belle et la Bête, Alice, mais aussi le déplacement de Small World et un port Frozen à Tokyo DisneySea, de même que Soarin'. Finalement, seule La Belle et la Bête sera retenue avec une nouvelle salle de spectacle et Soarin'. Un nouvel hôtel en dehors du resort ouvre sur d'anciens établissements, le Disney Celebration Hotel. En 2017, c'est Nemo and Friends Sea Rider qui ouvre pour les 15 ans de Tokyo DisneySea à la place donc d'une ancienne attraction. En 2018, Small World subit une grosse course de jouvence avec l'ajout aussi des personnages Disney, comme ça se faisait par exemple déjà à Hong Kong ou en Californie. Et Oriental Land Company annonce la suite de ses investissements, comprenant un nouveau port ambitieux avec deux nouveaux hôtels, l'hôtel Toy Story et l'hôtel qui sera rattaché au nouveau port. On en reparlera un petit peu plus tard tout à l'heure. En 2019, c'est Soarin' qui ouvre dans une version extrêmement élaborée. Et en 2020 se voit évidemment une année compliquée avec l'arrivée du Covid. Comme les autres resorts Disney, Tokyo Disney Resort devra fermer ses portes plusieurs mois et repousse également l'ouverture de La Belle et la Bête, un dark ride aux animatroniques absolument révolutionnaire. En 2021, Tokyo Disney Resort propose un retour à la normale progressif avec un nouveau show nocturne, le Believe Sea of Dreams, qui est le plus gros show nocturne de la destination jamais proposé. L'hôtel l'hôtel Toy Story doit également ouvrir ses portes, toujours en 2021.
Et enfin, 2023 se verra l'année des 40 ans avec au programme des festivités, mais aussi l'ouverture prévue du nouveau port de Fantasy Springs, incluant donc le nouvel hôtel et 3 zones, une zone Reine des Neiges, une zone Peter Pan et une zone Réponse, rien que ça va vraiment être magique. Alors que Walt Disney refusait d'entendre parler d'un parc Disneyland au Japon, eh bien, Tokyo Disney Resort est aujourd'hui un concentré de joyaux entre attractions classiques et exclusivité mondiale. Riche de l'inspiration et de l'héritage de Walt Disney, le resort propose rêves et aventures comme d'aucun ne sait le proposer. Une expérience unique qui aujourd'hui va même au-delà des propres attentes de l'entreprise Disney elle-même. Sans relâche, Tokyo Disney Resort continuera encore de fasciner. Disneyland a inspiré tant de rêves dont seul Tokyo Disney Resort a le secret pour les rendre réalité. Finalement, voilà un monde dont Walt Disney aurait été si fier, un reflet exotique des rêves de l'homme par qui tout a commencé. Voilà pour cette vidéo sur l'histoire de Tokyo Disney Resort. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, vous pouvez commenter, rejoignez le Discord du Royaume des Passionnés. Et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.